Écoutez, moi je suis très content d'être ici parce qu'il y a une ambiance chaleureuse par rapport au froid de la rue de ce matin. Et je vous remercie de m'avoir invité comme syndicaliste. Vous comprendrez que je ne donnerai pas mon appartenance pour des raisons qui tiennent à quelque chose de très précis. Je suis attaché à la charte d'Amiens. Je vous le rappelle, il y a deux paragraphes dans la charte d'Amiens. L'indépendance réciproque des syndicats avec les partis, les églises et les sectes philosophiques ou autres. Et puis un deuxième paragraphe dont personne parle, c'est l'abolition du salariat. Donc ça, c'était pour la parenthèse. Et je suis ici pour parler de deux choses. Alors, je suis syndicaliste hospitalier et sur l'hôpital d'Aix-en-Provence depuis 1980. J'ai 42 ans d'hôpital. Et vous comprenez bien que la question des retraites, pour moi, c'est aussi lié à la question de la sécurité sociale. On ne peut pas délier les problèmes. La retraite, c'est 1945. C'est le Conseil national de la résistance. J'ai bien dit résistance et non pas refondation. Vous comprenez l'allusion à laquelle je fais. Celui qui a parlé tout à l'heure, depuis l'Espagne, en disant « Attention, manifester, oui, mais pas de grabuge ». L'actualité d'aujourd'hui serait que il y a 30 personnes qui ont été arrêtées à Paris. Franchement, on va estimer à 2,5 millions de manifestants dans tout le pays. C'est-à-dire qu'on peut remercier Macron, Borne, d'avoir réussi un coup de force. C'est l'unité de toutes les confédérations et je pense que c'est du jamais vu depuis 2010. Je veux insister sur un aspect, et je remercie Hélène d'avoir fait ce rappel historique. Je pense qu'il aurait fallu rajouter par exemple 1848 avec les canuts, qui avec 2 sous divisaient 1 sou pour la solidarité et 1 sou pour vivre. Les camarades, c'est ça les retraites. C'est le salaire différé. Et il s'est passé un petit détail en 1945. Ce détail, qui n'est pas un détail, est un élément de fond. Il y a une situation de sortie de guerre, de crise, et le système des retraites, c'est-à-dire la gestion du salaire différé, devait être uniquement le souci et l'appartenance des organisations syndicales. Or, pour des raisons que je ne vais pas expliquer aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, on a introduit dans le régime des répartitions ce qui s'appelait à l'époque le CNPF. Et donc les patrons ont mis leur doigt dedans. Mais peu importe. Les retraites, ça nous appartient. Donc il y a différents régimes. Il y a le régime général, il y a des régimes particuliers, il y a des régimes spéciaux. Je vais essayer d'être très clair et concis et précis. Moi, je suis hospitalier. Et donc, mon système de retraite, c'est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui regroupe les territoriaux, donc les gens de mairie, conseil départemental, conseil régional, les hospitaliers et les sapeurs-pompiers. Donc, ce régime ne peut pas être déficitaire, pour une raison très simple. Vous embauchez à l'indice majoré 310, je dis n'importe quoi, hein. C'est un exemple. Et donc, quand vous finissez la carrière, c'est pas mirobolant, hein, je vous dis. À l'indice 500, ça veut dire que vous avez cotisé chaque fois dans votre étape de plus en plus. Donc, le régime ne peut pas être déficitaire. Or, l'État le rend déficitaire. Comme il a rendu d'ailleurs tous les régimes. Le régime général. Notamment en permettant aux grands groupes de ne plus cotiser leur part. Donc il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de déficit de la Sécu. Ils ont créé un déficit et ils veulent créer la crise. Et aujourd'hui, on connaît bien le but. Alors ça, c'est sur la question des retraites. Vous savez, c'est dans le projet du gouvernement, je vais prendre 3 points. Le comité d'orientation des retraites a acté, donc ce n'est pas des syndicalistes, ce n'est pas des gens de gauche, ce n'est pas des nihilistes, le fait qu'il y avait 3,5 millions d'excédents. Et que s'il y avait peut-être un déficit... 3 milliards, pardon. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Hein. Je pensais au prix des tomates.
qui avait 3,5 milliards d'excédents, et qu'à l'orée de 2030, c'est-à-dire que moi je serai peut-être un jour à la retraite, il y aura un déficit de 3,5%. Camarades, c'est rien. Si au lieu de construire des chars pour l'Ukraine, on utilisait cet argent, et si on récupérait l'argent donné au patron, il n'y a plus de déficit. Il y aurait même des excédents. Donc c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Deuxième chose, j'écoutais tout à l'heure rapidement, en remontant de manif, les journaleux, les politologues de tous bords là, qui sortent. Il y a des métiers que j'avais jamais entendus. Politologue, journaleux, réflexologue, influenceur. Qu'est-ce qu'ils disent? Le seul sujet qu'ils veulent aborder après la journée d'aujourd'hui, dont d'ailleurs je pense qu'on va être d'accord, en tout cas ici. J'en discutais avec Manuel tout à l'heure. Sur Marseille, de mémoire, je crois que la manifestation d'aujourd'hui, 145 000, c'était les manifestations qu'on avait en 1995 au moment du plan Juppé. C'est pas un détail, parce que c'est la première manifestation. Je vous ferai remarquer que sur la banderole unitaire, il y a marqué la chose suivante. Ensemble, unis, mobilisés pour le retrait de la réforme. Alors moi, je vous dis ça de manière très courte, mais en 2010, il a fallu discutailler pendant 2 mois et demi pour le mot retrait, et on avait abouti à un accord formidable qui était abandon de la réforme à l'époque. Donc aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Première mobilisation le 19, c'est un début jusqu'au bout. Et en plus, dans ce grand pas, il y a le mot retrait. Donc on est d'accord, toutes les organisations, sur une question fondamentale. Il n'y a pas d'autre sujet. Il n'y a pas d'autre revendication, parce qu'il est clair que si nous arrivons, et nous y arriverons, et c'est pour ça que je suis là, parce que je considère qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de concurrence entre toutes les initiatives, et moi-même d'ailleurs. Je ne cache pas, beaucoup de gens le savent ici, militant du POI, je serai présent à la marche 21. Parce que pour moi, c'est un combat commun, et la question de la retraite et du régime du salaire différé, vous savez, et celui de la sécurité sociale, c'est un îlot socialiste dans un monde de fourbes et dans un monde de guerre. Donc voilà les raisons qui m'ont conduit à accepter cette invitation. Deuxième point, c'est sur les hôpitaux. Les choses sont liées. La sécurité sociale s'alimente 3 branches. La solidarité, qu'on connaît plus communément sous le sigle de la CAF. La vieillesse, c'est-à-dire les retraites. Et l'autre aspect, c'est la santé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la santé? Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Vous entendez, il y a une crise du système hospitalier. Il n'y a pas de crise du système hospitalier. Depuis 1983, j'ai cette date en tête, lorsque le gouvernement Mitterrand-Mauroy-Fitterman, puisque là je suis libre de tenir les propos que je veux, ont décidé de mettre en place le budget global, c'est-à-dire l'enveloppe globale, a commencé le début d'une politique de destruction de l'hôpital public, c'est-à-dire de l'égalité en droit au libre accès aux soins pour tous. La dernière en date, inique, pourrie, c'est que si vous allez aux urgences depuis le 1er janvier 2022 et que vous n'êtes pas hospitalisé, vous payez 19,75 €. Si par bonheur vous êtes hospitalisé, si tant est que c'est un bonheur, deuxième jour, vous payez que le forfait hospitalier. Alors mes camarades, il n'y a pas de crise de l'hôpital public. Il y a la destruction. Jamais on a vu autant de départs, autant de collègues, médecins, hospitaliers de tous azimuts, mais surtout paramédicaux, c'est-à-dire infirmières, infirmiers, aides-soignants,
fuir l'hôpital, dégoûtés, parce qu'ils le refusent. Ils refusent une chose, d'être obligés de ne pas faire leur métier et de faire le tri des patients. On a un camarade dans un hôpital qui a été radié, syndicaliste, parce qu'il a osé tenir une conférence de presse en disant « c'est pas possible qu'on trie les patients ». Et la direction lui a dit « si tu dis ça, tu portes tort à l'hôpital ». Mais qui porte tort à l'hôpital? On a eu le Covid. Oui, il y a eu le Covid. Et alors, on aurait pensé qu'ils allaient recréer des lits, les réouvrir. Non, ils ont continué à fermer des lits. Dans l'hôpital d'Aix, où je travaille depuis maintenant 4 décennies, et plus, c'est la première fois qu'on n'a pas pu assurer les urgences pendant les mois d'été. C'est la première fois qu'on n'a pas pu assurer les urgences pédiatriques la nuit. Et donc ça veut dire que les populations, depuis Gap, sont obligées d'aller sur Marseille quand elles peuvent y aller et quand le temps leur permet d'y aller pour ne pas crever. C'est ça la situation. Ils veulent liquider l'égalité en droit au libre accès aux soins. Et en quoi c'est lié avec la Sécu? Parce que l'hôpital, ce n'est pas l'État. L'hôpital est financé par la Sécurité sociale et ils ont commencé. Et je pense que le camarade député le dira, parce qu'il a vécu ça, lorsque a été proposé à l'Assemblée nationale le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ils ont commencé par baisser les tarifs de ce qui s'appelle la T2A. Et en baissant les tarifs de la T2A, bien entendu, ils asphyxient encore plus l'hôpital public, donc les recrutements. Le dernier élément que je donnerai sur l'hôpital pour vous montrer quel est le lien entre l'hôpital et les caisses de retraite. Sur un hôpital comme Aix-en-Provence, nous sommes 3000 salariés. C'est expertuis, hein, répartis sur 2 départements. Le Vaucluse, le Sud-Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Sur 3000, il y a 500 personnels médicaux, médecins, internes et tout ce que vous pouvez imaginer. 2500 non médicaux. 2500 non médicaux, parmi lesquels 500 contractuels. Ce qui veut dire que sur 2500, 500 ne cotisent pas à la caisse de retraite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la Ségur de la santé, ils sont en train de dire, pour pérenniser les emplois dans un hôpital public, et c'est vrai d'ailleurs dans tous les secteurs, collectivités locales et toutes les collectivités locales, les pompiers, ils disent, pour vous sécuriser, on va vous proposer une chose. C'est un contrat à durée indéterminée, mais on ne veut pas un contrat à durée indéterminée. On veut un statut, parce que le statut, c'est la garantie de nos droits et devoirs, et c'est la garantie de pouvoir soigner avec notre dignité, avec notre savoir-faire, avec nos compétences, avec nos diplômes, avec ce que nous voulons faire, c'est-à-dire faire vivre, soigner et non pas faire crever. Donc voilà la situation de l'hôpital. Elle n'est pas propre à Aix. Alors, écoutez, vous savez, la situation va s'empirer. Mais je considère, comme militant, que si nous gagnons, et nous allons la gagner, cette bataille sur les retraites, nous gagnerons les batailles sur l'hôpital, sur la santé et certainement beaucoup d'autres. Et enfin, en 2 mots, je terminerai sur une chose. La contre-réforme sur l'hôpital que veut mettre en place M. Braun, urgentiste, qui a connu dans son propre service d'urgence 80% de collègues qui se sont mis en arrêt maladie. M. Braun a dit, on ne touchera pas les 35 heures. Non, il ne les touchera pas. Par contre, il va proposer qu'il n'y ait plus de RTT et qu'on travaille gratuitement les jours de RTT. Donc il ne va pas toucher les 35 heures. Mais ils vont encore vider l'hôpital de ses énergies, de ses personnels. Et camarades, il faut en prendre conscience, il faut être lucide. Ça nous appartient, ça vous appartient. Ensemble, par tous les bouts, on peut les faire céder, on peut les faire tomber. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus après, ça a été dit tout à l'heure, cette belle journée
Effectivement, quand on a fixé la date de cette réunion publique, on ne savait pas encore qu'elle aurait lieu au soir de la première journée de manifestation. Mais bon, ça tombe très bien et ça nous permet de faire le point aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, je veux juste remercier les militantes, les militants qui ont organisé cette soirée. C'est toujours du travail. Bien sûr, on voit ceux qui sont à la fin à la tribune pour prendre la parole. Mais à chaque fois, il y a des camarades qui ont réservé la salle, qui filment, qui ont installé la sono, qui ont organisé les tracts, les affiches. Bon, voilà, je pense que c'est important de les remercier à chaque fois. Merci pour eux. Bon, clairement, aujourd'hui, c'était une très belle mobilisation. Ça a été dit en 1995. Je me rappelle, moi, pas très bien. J'étais un peu jeune, mais tout le monde m'a dit comme toi. Dans la manifestation, tout le monde m'a dit on n'a pas fait une manifestation aussi importante à Marseille depuis 1995. Mais aujourd'hui, c'était un point de départ. Et ce n'est pas un point d'arrivée. Aujourd'hui, c'était le lancement de quelque chose, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on a gagné. Et vous savez bien qu'en face, vous avez un gouvernement qui joue très gros sur cette réforme des retraites. Et donc il ne suffira pas d'une journée de mobilisation, même avec plus de 2 millions de personnes dans la rue, pour les faire céder. Il va falloir qu'il y ait d'autres journées de mobilisation. Il va falloir, si les salariés le décident, c'est à eux de le décider, ce n'est pas à moi de le dire ici à cette tribune, mais si les salariés le décident, en tout cas, on les soutiendra totalement. Il va falloir une grève qui s'enracine dans le temps. Et il vaut mieux aller vite et fort dès le début que d'enchaîner des initiatives à 10-15 jours d'intervalle qui risquent petit à petit d'épuiser les forces et les énergies. Cette bataille, elle n'appartient pas seulement aux salariés. Bien sûr, les salariés, par la grève, dans les manifestations comme celle d'aujourd'hui, c'est le gros des cortèges et on a besoin d'eux. Mais cette bataille, elle nous appartient à toutes et tous. Parce que c'est d'abord une bataille de conviction. Il faut, et chacun d'entre nous peut y contribuer, faire le travail de conviction autour de nous. Démasquer les mensonges du gouvernement, relayer médiatiquement. Et pour l'instant, ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à convaincre. Mais ils vont continuer, ils vont essayer. Et puis compter sur les médias pour vous dire comment vous pouvez faire, le système de retraite va s'effondrer, etc., etc. Donc c'est important qu'on ait ces événements comme celui d'aujourd'hui. On essaye d'en faire un maximum partout en France pour échanger ensemble sur les arguments. Sur un sujet comme celui des retraites, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Premièrement, non, cette réforme n'est pas une réforme indispensable d'un point de vue économique. Elle n'est pas nécessaire d'un point de vue économique. Et ce n'est pas Emmanuel Bompard, la France Insoumise, la NUPES ou je ne sais qui le dit. C'est le Conseil d'orientation sur les retraites qui dit dans son rapport publié au mois de septembre dernier, il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Et aujourd'hui, pendant même que la manifestation s'est lancée à Paris, le président du Conseil d'orientation des retraites s'exprimait devant l'Assemblée nationale. J'ai pris sa citation pour qu'on ne m'accuse pas de déformer ce qu'il allait dire. Le président du Conseil d'orientation des retraites, aujourd'hui, devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dit « Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. » Voilà ce que dit le président du Conseil d'orientation des retraites, aujourd'hui, devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et à la limite, si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, ou si vous ne croyez même pas ce que dit le président du Conseil d'orientation des retraites, peut-être que vous croirez le président de la République, Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr. Emmanuel Macron, en 2017, disait « Le problème des retraites n'est plus un problème financier ». 2017, Emmanuel Macron. Quand vous lui rappelez aujourd'hui, à lui ou à ses soutiens, ses propos de l'époque, ils vous disent « Oui, mais à l'époque, les prévisions économiques n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, etc. » Alors je me suis dit « Intéressant, on va aller voir. » C'est faux. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il y a 10 ans, disait « Il va y avoir un déficit de 24 milliards d'euros pour le système de retraite en 2022. »
Rapport du Conseil d'orientation des retraites il y a 10 ans. Rapport du Conseil d'orientation des retraites il y a 3 ans, 2019. Il va y avoir un déficit de 10 milliards d'euros pour nos systèmes de retraite en 2022. Réalité, 2022, excédent de 3,2 milliards d'euros pour notre système de retraite. Donc c'est pas vrai de dire que les prévisions, à l'époque, elles étaient plus optimistes que ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est précisément l'inverse. Et ça permet aussi de nuancer les prévisions qui peuvent être faites à 10 ans, à 15 ans ou 20 ans, parce qu'en matière de système des retraites et en matière économique de manière générale, faire des prévisions à 10, à 15 ou à 20 ans, c'est quand même très compliqué. Mais non, il n'y a pas de nécessité économique à réformer les retraites aujourd'hui. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que non, Emmanuel Macron n'a pas de mandat pour mener cette réforme. Ça, c'est le deuxième argument qu'ils utilisent tous. Il l'a refait aujourd'hui, depuis l'Espagne, pendant qu'on était en train de manifester ici en France. Il dit, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des élections présidentielles il y a quelques mois. On n'avait pas oublié, ne vous inquiétez pas. Et à l'époque, c'était dans mon programme, la réforme des retraites. Alors c'est vrai, c'était dans son programme, la réforme des retraites. Mais au deuxième tour de l'élection présidentielle, quand les Français ont eu le choix entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, un certain nombre d'entre eux, ils ont décidé d'utiliser le bulletin de vote d'Emmanuel Macron pour battre Madame Le Pen. Emmanuel Macron, à l'époque, il disait « Je ne l'oublierai pas. Ce vote m'oblige. J'ai conscience du fait qu'un certain nombre de personnes ont voté pour moi sans adhérer à mon programme et à mes propositions. » Il avait pris un engagement sur ce sujet. Bon, personne n'y croyait. J'imagine que personne ici dans cette salle n'y croyait. Mais sans doute qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des élections présidentielles il y a quelques mois, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, le président de la République lui-même reconnaissait que le vote qui a été fait en sa faveur au deuxième tour de l'élection présidentielle ne valait pas adhésion à son programme. Et donc ne donne pas à Emmanuel Macron et à sa minorité présidentielle aujourd'hui un mandat populaire pour réformer les retraites. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, ils aiment bien les sondages d'habitude. Bon, les sondages aujourd'hui ils disent tous la même chose. Entre 70 et 80% de tous les Français sont opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et plus intéressant encore, si vous sondez que les actifs, c'est plus de 90% des Français qui sont en désaccord avec le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc non, il n'y a pas de mandat populaire pour Emmanuel Macron pour réformer aujourd'hui les retraites. Et puisque ces derniers jours, j'entendais dire par un certain nombre de responsables de la minorité présidentielle qu'une petite minorité de Français ne peut pas bloquer le pays, je leur dis, vous avez raison. Alors, appliquez-vous cette règle. Le gouvernement, cette petite minorité, ne peut pas bloquer le pays. Et donc, oui, l'exigence aujourd'hui, c'est l'exigence du retrait de cette réforme. Et c'est ce que nous allons obtenir en nous battant, en continuant à nous battre. C'est l'objectif et je suis sûr qu'on peut y arriver. Troisième argument, non, cette réforme n'est pas une réforme juste. Ils vous disent, oui, c'est une réforme juste. Non, ce n'est pas une réforme juste. Quand vous reportez l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, les premières victimes de ce report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans sont les personnes qui ont commencé à travailler tôt. C'est évident. Parce que c'est les personnes qui, à 62 ans, pouvaient avoir leurs 42 ou 43 annuités de cotisation et qui auront beaucoup de difficultés, qui les avaient à 62 ans et qui n'avaient pas besoin de travailler plus longtemps et qui vont, là, être contraints de le faire. C'est les femmes qui ont des carrières hachées. C'est les plus pauvres. Vous connaissez le chiffre maintenant sans doute. 5%, 25% des 5%, les hommes les plus pauvres dans ce pays meurent avant 62 ans. Il y en a plus de 30% qui meurent avant 64 ans. Très concrètement, parce que ça c'est des chiffres, très concrètement. Ça veut dire que reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, c'est plus de 15 000 personnes supplémentaires qui vont connaître le cimetière avant la retraite. Ça, c'est la réalité concrète de cette réforme. 13 ans d'écart d'espérance de vie en France entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Donc quand vous faites travailler les gens plus longtemps, c'est d'abord les catégories les plus pauvres de la population qui en souffrent. Et donc c'est complètement faux de dire que c'est une réforme qui est une réforme de justice
sociale. Quatrième argument, vous l'entendez souvent celui-là. On travaille plus longtemps, alors comme on travaille plus longtemps... Non, on vit plus longtemps, alors comme on vit plus longtemps, ben on devrait travailler plus longtemps. Celui-là, on le connaît. Bon. D'abord, c'est plus tout à fait vrai, malheureusement. L'espérance de vie, en bonne santé en particulier, elle a plutôt tendance à stagner ces dernières années. Espérance de vie en bonne santé, légèrement au-dessus de 64 ans pour les hommes, entre 65 et 66 ans pour les femmes. Donc imaginez bien que ramener l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est considérer qu'en moyenne, par exemple, pour les hommes, on a le droit à quelques mois en bonne santé à la retraite. Seulement à quelques mois. Donc d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Deuxièmement, c'est faux de laisser entendre, parce que c'est ce que laisse entendre cet argument, que finalement, comme on vivrait plus longtemps, c'était leur grand argument dans la réforme de 2010 notamment, il y a une partie de l'accroissement de l'espérance de vie qui doit être à la retraite, et puis il y a une autre partie de l'accroissement de l'espérance de vie qui doit être au travail. Ça, c'est leur argument. Sauf que ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Avec les dernières réformes qui ont été mises en place sur les retraites, aujourd'hui, les générations, c'est déjà le cas, les générations qui sont nées à partir de 1960 sont des générations qui vont passer 1 an de moins à la retraite que les générations qui sont nées à partir de 1950. Et si cette réforme-là est mise en place, on estime que les générations qui sont nées à partir de 1970 vont passer 2,5 années de moins à la retraite que les générations qui sont nées à partir de 1950. Donc il ne s'agit pas de dire l'espérance de vie elle augmente et donc c'est normal qu'il y en ait une petite partie qui soit au travail et une petite partie qui sera à la retraite. Ce que je contesterai aussi, mais pour une autre raison j'y viendrai après. Mais il ne s'agit même pas de ça. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire concrètement, c'est d'amputer du temps à la retraite en moyenne pour les générations qui sont nées en 1970, 1980, 1990, 2000. On estime que même en intégrant la progression de l'espérance de vie, si elle continue à progresser, même si elle progresse, je l'ai dit, moins rapidement qu'avant, on estime que là, les générations qui sont nées à l'année 2000 avec cette réforme auront le même temps à la retraite que les générations qui sont nées en 1950. Voilà concrètement le sens de l'histoire pour ceux qui nous gouvernent. Et puis enfin, parce que ça à la limite c'est des chiffres tout ça, c'est même l'argument lui-même qu'il faut contester. Parce que oui c'est vrai, on vit plus longtemps. Mais il y a quelques, pas tous bien évidemment, en moyenne, hein, on vit plus longtemps en moyenne. Mais il y a quelque chose que personne ne prend jamais en compte dans cette discussion. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à, par exemple, les années 70, la quantité de travail, le temps qu'il faut passer au travail pour fabriquer la même quantité de richesse que le temps qu'il fallait passer au travail en 1970 a été diminué à peu près par 3. C'est-à-dire concrètement que ce que vous pouviez produire en 3 heures de travail dans les années 70, chacun d'entre vous, avec l'augmentation de la qualification, avec les machines, avec l'industrialisation. Aujourd'hui, vous pouvez le produire en 1 heure du travail. Et donc la seule question qui nous est posée à la fin du fin, c'est qui capte ces gains de productivité? Voilà. Est-ce que ces gains de productivité, ils sont utilisés pour abaisser la tâche, la lourdeur de la difficulté de la tâche des salariés, ou est-ce qu'ils sont captés par les dividendes, par les profits des grandes entreprises? C'est ça la question qui nous est posée. Et si le sens de l'histoire, tel que l'a très bien décrit tout à l'heure Hélène, ça a été la diminution du temps de travail dans la journée, diminution du temps de travail dans l'année, diminution du temps de travail dans la vie, c'est parce qu'on a considéré que les gains de productivité qui ont été obtenus grâce à l'investissement au travail des salariés doivent d'abord profiter aux salariés et pas aux profits et aux dividendes, qu'on est allé dans ce sens de l'histoire. Et pourquoi changer aujourd'hui le sens de l'histoire? Ramener l'âge de départ à la retraite à 65 ans, c'est ramener l'âge de départ à la retraite à l'âge à laquelle il a été mis en place lors de la première loi sur les retraites. Donc non, l'argument sur l'espérance de vie n'est pas un argument convaincant. Oui, mais partout en Europe, tous les autres pays, ils ont la retraite à 65, 67 ans. Pourquoi nous, les Français, on serait les seuls à ne pas le faire? Vous connaissez celui-là d'argument.
D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on regarde les autres pays en détail, ce n'est pas vrai que tous les autres pays ont la retraite à 65, 67 ans. Par exemple, les gens ne savent pas peut-être qu'en Pologne, en Autriche, les femmes partent à la retraite à 60 ans. Les gens ne savent pas qu'en Suède, l'âge de départ à la retraite est à 62 ans. Les gens ne savent pas qu'au Portugal ou en Grèce, la durée de cotisation est de 40 annuités. Donc c'est pas vrai de dire que partout en Europe, le système serait un système moins avantageux que le système en France. Premier argument. Deuxième argument, la France fait partie des pays européens où le taux de pauvreté chez les retraités est le plus faible. C'est ça l'argument qu'il faut prendre en compte, le paramètre qu'il faut prendre en compte. Et on voudrait s'aligner sur les autres pays qui ont des résultats en matière de taux de pauvreté chez les retraités qui sont moins bons que les nôtres. Mais pourquoi? On cherche, si on doit s'aligner, on cherche à s'aligner sur ce qui est le plus intéressant, pas sur ce qui est le moins intéressant. Deuxième argument. Troisième argument. Pourquoi il faudrait pas se poser la question de comment la France, elle peut aussi être le fer de lance de quelque chose. Hier, j'étais en réunion publique, hier soir à Arras. Arras, c'est là où est né Robespierre. Et je disais aux gens, imaginez si Robespierre, en 1788-89, quelques mois avant la Révolution, on lui avait dit, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde, partout en Europe. C'est des monarchies, non? Eh ben oui, nous, la France, on a ouvert la voie, on en a été fiers. Je ne vois pas pourquoi, sur les retraites, on ne pourrait pas ouvrir la voie aussi. Donc non, cet argument... Ce n'est pas un argument qui va nous convaincre. Et je vais même vous dire, quand vous discutez, je suis sûr que nos camarades syndicalistes le font avec des salariés, des syndicalistes dans les autres pays d'Europe. Mais ils comptent sur nous. Ils disent, si vous, la France, vous ne laissez pas passer cette réforme, nous, ça va nous aider après dans nos pays pour obtenir aussi, refuser leurs réformes, qui sont effectivement les mêmes partout en Europe. À chaque fois, ils veulent nous faire travailler plus longtemps. Ça va nous aider si vous gagnez en France. Et donc, croyez pas que dans les autres pays européens, les peuples européens, ils ne sont pas de notre côté dans cette bataille. Il y a des mobilisations, des résistances partout en Europe. Et ils regardent ce qu'on fait en France. Et ils savent que la France, c'est l'endroit où on peut bloquer cette volonté de reporter l'âge de départ à la retraite. Et donc, ils comptent sur nous pour y arriver. Dernier argument, celui-là, c'est le meilleur. Oui, mais vous comprenez, on va faire la retraite à 1 200 € pour tout le monde. Vous l'avez entendu, celui-là. Alors ça, c'est magnifique intox. Bon, premièrement, la retraite à 1 200 €, désolé, c'est déjà dans la loi. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ça a été voté en 2003, ça aurait dû être mis en place en 2008. Retraite minimale pour une carrière complète à 85% du niveau du SMIC. Mais les décrets d'application n'ont jamais été publiés. Mais c'est déjà dans la loi, premièrement. Deuxièmement, non, ce n'est pas 1 200 € de retraite pour tout le monde. C'est 1 200 € de retraite brute, auquel il faudra déduire un certain nombre de cotisations, notamment la CSG, sans doute un peu plus de 50 € en moins. Donc on est plutôt, ça dépend des taux, mais en gros entre 1 100 et 1 150 €. Et ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les salariés qui auront une carrière complète et qui n'auront pas touché pendant toute leur carrière un salaire supérieur au SMIC. Alors ça, c'est intéressant, parce que quand vous posez la question au gouvernement, on est un certain nombre à l'avoir fait, mais ça concerne combien de personnes? Des salariés qui gagnent aujourd'hui des retraités qui ont une retraite de moins de 1 200 € en ayant eu une carrière complète et en ayant eu une carrière complète, c'est-à-dire des salaires tout au long de leur vie, mais n'avoir jamais eu un salaire au-dessus du SMIC. Alors le gouvernement n'est pas capable de répondre à cette question. Mais ils ne savent pas combien de personnes ça concerne. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un article qui a été publié par Mediapart il y a 3-4 jours. Vous allez rigoler, je pense. Ils ne savent pas non plus répondre à la question, mais ils ont trouvé un rapport qui a été publié en 2018, rapport annuel de 2018, où il y a eu une étude qui a été faite, où on a suivi 2,5 millions de personnes, leur trajectoire professionnelle pendant 21 ans. Et parmi ces 2,5 millions de personnes,
Les salariés qui n'avaient pas dépassé le niveau du SMIC et qui avaient une carrière complète, c'était, devinez combien? Sur 2,5 millions de personnes, 48 personnes. Article publié par Mediapart il y a quelques jours, je vous laisserai aller vérifier les sources. Voilà la grande mesure sociale de cette réforme des retraites. La retraite pour tout le monde, 1 200 €. Vous voyez bien que c'est, on peut le dire, effectivement un gros foutage de gueule. Voilà quelques arguments, il y en a plein d'autres à donner. Mais sur ce sujet des retraites, notre difficulté, c'est qu'il y a trop d'arguments. Donc il faut arriver à en lister quelques-uns. Et notre travail à nous, parce que si on veut gagner, bien évidemment, il faut que chacun d'entre nous il soit vecteur de la circulation de l'information. Les grandes batailles comme ça, quand on a réussi à les gagner, il n'y en a pas beaucoup des moments comme ça, où toute la société s'empare d'un sujet. Là, tout le monde va parler retraite. Et bien, c'est notre travail de véhiculer, de relayer les arguments, de convaincre. Je ne sais pas, vous vous rappelez sans doute traité constitutionnel européen. C'est une campagne de cette nature qu'il faut qu'on arrive à mener. Elle va être courte, hein. Elle va être courte, cette campagne, je vais en dire 2 mots. Mais chacun d'entre nous, maintenant, est vecteur dans cette campagne et doit faire en sorte qu'à la machine à café, les réunions de famille, avec les amis, voilà, pendant 1 mois, il faut saouler les gens, quoi. Il va leur parler retraite à longueur de journée et relayer les arguments. Cette bataille, je disais tout à l'heure, c'est un point de départ aujourd'hui, mais elle va être assez courte et elle va se mener sur différents fronts. La bataille des idées, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, et j'espère vous avoir donné quelques arguments pour vous aider à la mener. La bataille parlementaire, je suis député, bien évidemment, on va la mener à l'Assemblée nationale, cette bataille. Mais il faut savoir que les conditions dans lesquelles le gouvernement organise le débat parlementaire sur ce sujet sont un véritable scandale démocratique. Vous connaissiez sans doute l'article 49.3 de la Constitution. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous avez appris à le connaître ces derniers mois, puisqu'on a eu droit à 10 recours à l'article 49.3 de la Constitution sur les différents projets de loi de finances et projets de loi de finances de la sécurité sociale dont tu parlais tout à l'heure. Mais peut-être que vous ne connaissiez pas l'article 47.1. Article 47.1 de la Constitution. Le gouvernement, normalement, quand il veut déposer un projet de loi, quand il travaille sur un sujet, il dépose effectivement un projet de loi. Le projet de loi, il est débattu en commission à l'Assemblée nationale, en séance à l'Assemblée nationale, il est voté ou pas, il va au Sénat, le Sénat fait la même chose. Si les 2 chambres sont d'accord, ben, il y a un vote définitif de la version sur laquelle ils se sont mis d'accord, sinon il y a une deuxième lecture. Ça, c'est le processus législatif normal. Et ça, le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend plusieurs mois pour débattre d'un sujet comme celui-ci. Et c'est normal, parce que c'est un sujet important, les retraites. Et le gouvernement, il ne veut pas qu'on ait du temps pour en débattre. Et donc, il a utilisé une subtilité qui s'appelle un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Il y a peut-être des élus locaux ici dans la salle. Ils savent que chaque année, une collectivité locale, elle vote un budget. Et puis, elle revote un autre budget l'année d'après. Et parfois, elle a besoin de faire, entre-temps, un budget rectificatif. Parce qu'on a prévu des recettes, des dépenses. On s'est rendu compte que finalement, les dépenses, elles vont être un peu plus fortes que prévu. Donc, il faut qu'on adapte les choses et il y a quelques paramètres à modifier. Il faut qu'on ait un peu plus de recettes, etc. C'est à ça que ça sert, normalement, un budget rectificatif. À modifier quelques équilibres au regard de l'évolution des paramètres extérieurs. Mais le gouvernement, lui, il utilise le budget rectificatif pour essayer d'y glisser la réforme des retraites, alors qu'il n'y a aucune raison d'utiliser ce moyen législatif. Il y en a juste 2, des raisons. Le premier, c'est que le recours à l'article 49.3 de la Constitution est limité par la Constitution française. On a le droit à normalement un seul 49.3 par session parlementaire, à l'exception des textes budgétaires. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, c'est un texte budgétaire. Donc il ne gaspille pas son joker 49.3 s'il veut utiliser le 49.3 sur ce texte. Deuxième raison, pire encore, les discussions budgétaires, les délais des discussions budgétaires, elles sont encadrés par la Constitution. Donc, discuter d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous avez 50 jours entre le début de l'examen et la fin de toute la navette législative Assemblée-Sénat. Vous avez 20 jours pour la première lecture à l'Assemblée nationale. Si au bout de 50 jours, le texte n'a pas été voté, c'est pas grave, il n'y a pas de vote, le gouvernement peut décider par ordonnance. Voilà comment est organisé le débat législatif. Concrètement, ça veut dire quoi ? Le texte de loi doit être déposé
en tout cas c'est ce qui est annoncé au Conseil des ministres le 23 janvier, donc lundi prochain. Quelques jours après le dépôt au Conseil des ministres, le gouvernement doit envoyer au bureau de l'Assemblée nationale le texte de loi. À partir du moment où le bureau de l'Assemblée nationale a reçu le texte de loi, on a 20 jours pour la première lecture à l'Assemblée. D'abord, il y a les commissions, avant de venir dans l'hémicycle. Début de l'examen en commission, j'ai noté les dates tout à l'heure pour ne pas me tromper, le 30 janvier, on a une semaine. Début de l'examen dans l'hémicycle en séance de l'Assemblée nationale le 6 février. Le délai de 20 jours, il vous amène sans doute autour du 14-15 février. Donc, très concrètement, le temps de débat qui va être consacré à l'Assemblée nationale au projet de loi sur les retraites, il est compris entre 8, 9, 10 jours. Voilà. Sur un sujet aussi important que celui des retraites. Alors là, vous voyez, tous les macronistes criaient « Ouais, mais la France Insoumise, la NUPES, vous allez faire de l'obstruction parlementaire, vous allez déposer 75 000 amendements, mais on n'a même pas besoin de le faire. » Il y a 10 jours de débat... 10 jours de débat, ça ne permet pas d'examiner, même avec 5 000, 10 000 amendements, les 10 jours de débat, ils seront comblés. Donc ils ont fait un choix, une méthode qui est une méthode particulièrement malhonnête. On a déposé un document au Conseil d'État, parce que c'est un détournement de la Constitution, clairement, ce qui est en train d'être fait. Honnêtement, je me fais assez peu d'illusions sur le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel sur ce sujet. Mais en tout cas, on l'a fait. Et il faut aussi dire la méthode, même si elle est compliquée. Je voulais vous l'expliquer parce que je pense que tout le monde ne l'a pas en tête et c'est normal. Et ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les gens et c'est moins important que tous les arguments sur la réforme elle-même. Mais c'est important de dire que sur ce sujet aussi, ils veulent museler le débat parlementaire. Et je vais vous dire, je crois que j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur coup. Parce qu'ils ont annoncé un débat, un accord acté avec LR. Mais on est en train de se rendre compte qu'il y a à peu près la moitié des députés LR qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour voter cette réforme, et que vous avez même maintenant des voix parmi les macronistes, il y en a un troisième aujourd'hui, il y en a déjà 3 députés macronistes qui ont dit « Nous, en l'État, on ne vote pas cette réforme ». Donc ils ne sont pas sûrs de leur coup, parce que ça commence à fragiliser chez eux, parce que le sondage qui a été publié ce matin, quand vous regardez précisément, il y a une majorité des sympathisants LR aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce texte de loi, qu'il y en a à peu près 30% des électeurs de Macron eux-mêmes qui ne sont pas d'accord avec le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc voilà, il y aura un débat à l'Assemblée nationale, mais nous ne nous faisons pas d'illusions. Ils sont en faiblesse, mais ils disposent des moyens législatifs pour passer en force. Donc pour gagner, retour au point de départ, c'est la bataille dans la rue, c'est la bataille dans la grève, c'est la bataille dans les manifestations. Tout ce qu'on pourra faire à l'Assemblée, et qui permettra peut-être de faire sortir des arguments, de mettre en difficulté le gouvernement, ça peut être utile, y compris pour contribuer à cette mobilisation. Mais si on veut gagner cette bataille, il faut faire en sorte que, quand il y aura une prochaine manifestation, je regardais tout à l'heure si elle était tombée ou pas la date, parce que 31 janvier, c'est ça? C'est ce qui vient d'être annoncé? 31 janvier, donc c'est quand le 31 janvier? Mardi dans 10 jours, prochaine date de mobilisation, le 31 janvier. Il faudra être plus nombreux encore que ce qu'on est là. Vous savez, il y a, le camarade en a parlé, ce samedi 21 janvier à l'appel des organisations de jeunesse, et nous, la France Insoumise, on soutient totalement cette mobilisation, une marche aussi à Paris qui va y contribuer, et puis il y a des secteurs, un certain nombre de secteurs, j'espère le plus nombreux possible, qui vont rentrer aussi dans la grève. Je m'arrêterai en disant, comprenez bien, mais je pense que tout le monde ici l'a compris, que ce qui est en jeu, c'est bien évidemment la question des retraites, mais ce n'est pas seulement la question des retraites. Parce que si Macron il gagne cette bataille-là, alors il gagne un rapport de force. Et il gagne un rapport de force pour ensuite développer le reste de son programme. Et malheureusement, des mauvais coups pour nous, il en a encore un certain nombre en magasin. Mais à l'inverse, si nous on gagne cette bataille-là, alors la question du pouvoir, elle va être posée plus vite que prévu. Parce qu'il va lui rester quoi à la fin? S'il perd sur cette question-là des retraites. Il s'est beaucoup avancé. Il s'est beaucoup exposé. Si on le fait reculer, si on le bat sur ce sujet, alors la question de savoir quelle direction politique veut prendre le pays, elle va nous être reposée tôt ou tard. La dissolution, puisque beaucoup de gens parlent de dissolution depuis plusieurs mois, elle peut arriver dans 2 cas de figure.
Elle peut arriver parce que Emmanuel Macron a intérêt à la dissolution et il considère que c'est un moment opportun pour lui et que peut-être qu'il peut arriver à gagner enfin la majorité dont il a été privé parce qu'il a perdu le premier tour des élections législatives. Mais la dissolution, elle peut aussi arriver parce qu'il n'a pas le choix. Et si la dissolution, elle arrive parce qu'il n'a pas le choix et parce qu'il a été obligé de reculer sur la question des retraites, alors la question du pouvoir pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, elle va être posée. Alors, on aura du rapport de force. Alors, les quelques circonscriptions qu'on n'a pas réussi à gagner la dernière fois, pour arriver à avoir la majorité des députés à l'Assemblée nationale, on pourra les gagner cette fois-ci. C'est pour ça que cette bataille, elle est essentielle. C'est pour ça qu'il faut en profiter pour remobiliser les troupes. Déjà, je vois dans toutes les réunions qu'on fait qu'il y a des gens qui parfois avaient un peu lâché l'affaire après l'élection présidentielle, législative, pas définitivement, mais en se disant on reviendra quand ça va chauffer. Ça chauffe maintenant. C'est maintenant que ça chauffe. C'est maintenant que la température politique du pays, elle va augmenter. C'est le bon moment pour appeler les amis, les camarades, les militants qui avaient pris un peu de distance en leur disant « Viens donner le coup de main, c'est maintenant qu'on a besoin de toi ». Si on est tous mobilisés, si on mène tous cette bataille importante dans la société, dans les manifestations, si tous les salariés qui sont ici, ils prennent leur part aussi dans leurs entreprises, alors on peut gagner, on peut faire reculer Macron sur les retraites, mais je pense qu'on peut gagner beaucoup plus. Voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum d'arguments. Je sais qu'il y a un temps d'échange maintenant. Je vous remercie de votre écoute, de votre mobilisation. Et je pense qu'on va gagner.